Merci à l'idée de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici avec vous. L'intelligence artificielle au service de la sécurité et de la défense, c'est un enjeu qui est euh, pressant, qui est actuel et qui se développe malheureusement beaucoup trop rapidement, comme on peut le dire de façon plus générale avec l'intelligence artificielle, mais ici avec un petit volet particulier dans la mesure où lorsqu'on touche à la sécurité, à la défense, à l'univers de la guerre et du militaire de façon générale, on a entre les mains évidemment des enjeux de vie et de mort, des enjeux de violence. Donc, vous aurez peut-être remarqué, si vous suivez l'actualité de l'intelligence artificielle, si vous suivez encore plus l'actualité en lien avec l'intelligence artificielle militaire, que Google a annoncé en février dernier, donc ça fait un petit peu plus de 2 mois, qu'elle allait abandonner ses anciennes politiques de restriction, hein, ce qu'elle avait appelé précédemment son motto, son slogan de Don't be evil, ne soyons pas maléfiques qu'elle avait ensuite tranquillement rephrasé en faisons les bonnes choses, do the right thing. Finalement, depuis février 2025, tout ça a été écarté pour dire peut-être que utiliser finalement l'intelligence artificielle à des fins de guerre, hein, de l'incorporer dans de l'armement, l'incorporer dans des technologies de surveillance, était une façon de faire la bonne chose. Et dans cette transformation rhétorique rhétorique et politique, hein, de sa politique commerciale. Elle le basait sur une transformation de la géopolitique mondiale. On assisterait à l'émergence d'une compétition mondiale qu'on ne peut plus écarter. Et face à cette compétition mondiale, il est du devoir de Google de promouvoir les démocraties, de s'assurer que les démocraties aient la mainmise sur le pouvoir de l'intelligence artificielle pour assurer, oui, la croissance économique, évidemment, mais en particulier la sécurité nationale. On assiste en fait avec le passage de Google d'une entreprise hors du secteur militaire à une entreprise du secteur militaire, à une transformation qui est en fait pas unique. Google frappe, je reviendrai un peu plus tard parce qu'elle s'était jusqu'à maintenant opposée, elle représentait un peu cette image de la Silicon Valley woke, hein, si on veut, ou Silicon Valley libérale de gauche, et finalement, elle serait en train de changer de camp. Mais ce n'est pas la première à l'avoir faite. Google l'a fait en février. OpenAI, que vous connaissez assurément si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, l'a fait en janvier. Microsoft avait déjà fait le saut vers le militaire. Amazon aussi. Et ces énormes joueurs-là de l'industrie numérique, les GAFAM, en fait, euh, sont des petits joueurs dans l'univers de l'intelligence artificielle militaire qui est occupé essentiellement par les deux que vous voyez ici, Anduril et Palantir. Palmer Luckey et Alex Karp sont respectivement les PDG de chacune de ces deux grandes entreprises-là. Je vous les présente parce que je vais y revenir plus tard en insistant sur la façon dont tranquillement cette idée d'intelligence artificielle qui devait être à l'extérieur du monde militaire est en train de se normaliser. Mais j'y reviens, je vous le dis, je vous l'annonce, mais je ne veux pas détailler plus précisément mon argument ici. Mais ce que je veux que vous reteniez par contre avec Anduril et Palantir, c'est qu'on a affaire à des monstres économiques. Anduril est le petit joueur entre les deux, est évalué à 22 milliards de dollars actuellement en bourse, a annoncé des investissements de 1 milliard dans une nouvelle usine d'armement intelligent dans la dernière année. Et Palantir, elle, est beaucoup plus grosse, établie depuis un petit peu plus longtemps. On parle d'une évaluation de marché à 250 milliards de dollars. Donc, c'est plus que les trois gros joueurs qu'on associe généralement au complexe militaro-industriel américain, hein, comme Lockheed Martin, Northrop Grumman ou General Dynamics. Donc, c'est plus à elle seule que ces trois énormes joueurs-là de l'armement. Et donc, on assiste avec ces deux entreprises-là, Anduril et Palantir, à l'émergence d'acteurs économiques institutionnalisés qui vont pousser très fortement pour la normalisation d'un marché de l'intelligence artificielle militaire. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête. Mais
tout simplement en amorce. Ce que je veux parler avec vous aujourd'hui, c'est poser la question que vous voyez. Pourquoi l'intelligence artificielle militaire est-elle aussi populaire aujourd'hui? Et la thèse que je veux vous présenter, je la lis pour être sûr de ne pas me tromper, mais aussi pour qu'on on progresse à la même vitesse. Donc, la popularité de l'IA réside dans son utilité pressentie, hein, dans les promesses qu'elle fait, comme outil d'aide à la décision pour le commandement militaire dans un contexte de ressources restreintes. L'IA offrirait une réponse technologique aux vieux problèmes de la guerre. Elle permettrait de percer le brouillard de guerre et d'accroître les capacités de contrôle de la hiérarchie militaire. Ça, c'est ce qu'elle promet. Sa conception et son utilisation, évidemment, c'est ce on va terminer avec ça, soulève des enjeux politiques, des enjeux éthiques qui sont de plus en plus éclipsés par les discours nationalistes et militaristes portés par des acteurs politiques, par des acteurs du milieu de la défense, mais aussi par les acteurs économiques comme Anduril et Palantir que je vous ai présentés précédemment. Donc, pour essayer de vous démontrer hein, cette thèse-là, cet argument, la structure de la présentation, c'est la suivante, est en 5 points, vous pouvez la voir. D'abord, une très brève théorisation. Je suis obligé parce que je suis un académique, mais je ne veux pas non plus passer des heures là-dessus. Théorisation, lire la normalisation de l'IA militaire à travers les études de sciences et de la technologie. Donc, je vous présente mon ancrage théorique. Ensuite, un retour vers le contexte historique. Le brouillard de la guerre, qu'est-ce que c'est? La guerre en réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, on rentre plus spécifiquement dans les promesses et la mise en œuvre de l'IA militaire en retenant 3 mots-clés qui sont présentés séparés par souci de conceptualisation, mais qui sont en pratique assez difficiles à séparer. Donc, centralisation, ciblage et automatisation. Ensuite, point 4, la question de l'autonomie ou de la semi-autonomie des armes, qui va nous permettre d'aborder les enjeux politiques et éthiques de l'IA militaire. Et enfin, la conclusion, vers l'éclipse des résistances, vers la normalisation, en fait, de l'IA militaire. Donc, c'est autour de ces 5 points-là que je veux structurer mon argument. Tout d'abord, l'IA militaire, euh, la théorisation. Donc, je pense que c'est important de faire un petit pas de théorisation parce que c'est ce qui va nous permettre, en fait, de garder en tête que l'IA militaire, c'est quelque chose qui dépasse la représentation classique, hein, les symboles usés qu'on a tendance à utiliser, comme l'image du Terminator que je vous ai présenté précédemment, ou encore l'image des robots tueurs. Hein. Oui, ça frappe l'imagination, mais en réalité, quand on s'intéresse vraiment à ce que les militaires veulent, on réalise que mais ils n'en veulent pas de robots tueurs. Ils n'ont aucun intérêt pour des robots tueurs. Euh, Ce qui nous pose la question, en fait, mais comment est-ce qu'on fait pour comprendre pourquoi ça se normalise? Et pour le comprendre, en fait, il faut garder en tête que la technologie, le développement technologique n'est pas déconnecté de son univers social. Au contraire, la technologie et le social sont intimement imbriqués, les deux, un et l'autre. Et c'est la proposition, la grande proposition théorique des sciences et des technologies. On ne peut pas étudier un sans comprendre l'autre. Hein. La technologie incarne des valeurs sociales, des identités, des discours, des institutions, et à l'inverse, les institutions vont être porteurs de ces technologies-là. Donc, sans rentrer plus dans les détails, parce que je ne veux pas faire de la théorisation, je vais néanmoins le poser pour que vous le sachiez, ceux qui sont plus familiers avec la question. Sinon, en période de questions, on peut aussi revenir sur la théorisation. Mais essentiellement, euh, penser le rapport entre société et technologie nous oblige à nous intéresser à l'acteur militaire, hein, et à poser la question, ben, c'est quoi les problèmes? Quels sont les problèmes que la défense, que le milieu de la guerre tente de solutionner avec l'IA? Et c'est seulement en posant cette question-là qu'on peut comprendre de quelle façon l'IA militaire se développe et pourquoi elle devient aussi populaire. Et pour le faire, ben, je vous propose une généalogie hein, que je vois sans trop de prétention, une généalogie de la normalisation de l'intelligence artificielle. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'on voit quand on constate d'abord, quand on regarde en premier
le rapport entre l'intelligence artificielle et l'univers social de la défense et de la sécurité ou des militaires. Pour la parenthèse, j'utilise les trois termes là, sans. Il existe des distinctions conceptuelles, mais pour la présentation, j'utilise les trois termes de façon comme synonyme. Donc, qu'est-ce qu'on observe? Ben, en fait, c'est que les attentes envers l'intelligence artificielle portée par le secteur de la défense, le secteur militaire, est absolument énorme. L'intelligence artificielle est présentée comme la troisième révolution des affaires militaires, ce qui est pas peu dire, c'est troisième révolution dans l'histoire de la guerre. Hein, car l'histoire de la guerre, elle remonte au Paléolithique essentiellement. Et la première révolution serait la révolution de la poudre à canon. La deuxième, celle de la bombe nucléaire. Et la troisième, celle de l'intelligence artificielle. Donc, la poudre, on peut imaginer, c'est très vieux. L'idée que la bombe nucléaire est venue transformer l'art de la guerre, vous pouvez peut-être le conceptualiser, surtout ceux qui avaient un background en politique ou en relations internationales. La bombe nucléaire aurait permis d'une certaine façon à ramener la dissuasion à l'avant-scène, donc à stopper l'effort de guerre. Ceux qui possèdent la guerre transforment, se sécurisent et par extension, la bombe nucléaire vient transformer la pratique de la guerre. Et cette même promesse de transformation serait aussi à l'intérieur de l'intelligence artificielle. Pourquoi? Ben, la question, elle est bonne. Mais juste avant d'y répondre, je vous invite, hein, je vous ai mis non pas une image de bombe nucléaire, mais bien celle d'Oppenheimer. Vous avez probablement vu le film, enfin, s'il y a des cinéastes, plutôt des cinéphiles. Ben, je vous encourage à le réécouter. Non pas comme un film historique, mais plutôt comme un film d'anticipation, où on est en train d'assister aujourd'hui à une équivalence de transformation dans le courant de la guerre. Fin de ma parenthèse de mon petit éditorial de cinéma, je m'arrête ici. Mais donc, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle viendrait transformer la guerre de façon aussi radicale que la bombe nucléaire, que la bombe atomique? Évidemment, ben, l'intelligence artificielle, c'est pas une bombe. Euh, Ça va de soi. Qu'est-ce que ça l'offre? En fait, il faut revenir, pour bien le comprendre, à la théorisation de la guerre. Et là, je vous rapporte à environ 150 ans derrière nous, et à la proposition de Clausewitz, un grand théoricien de la guerre qui a marqué, en fait, toute la théorisation de la pensée militaire, la pensée stratégique occidentale de son temps, mais encore aujourd'hui. Hein, c'est lui qui présentait pour mémoire l'idée que la guerre était rien d'autre qu'une forme de politique hein, par d'autres moyens, des moyens plus coercitifs, plus violents, mais serait juste l'extension du politique. Mais un autre concept qu'il a proposé, c'est celui du brouillard de guerre. Et ce qu'il nous disait, et c'est resté dans l'esprit, ça l'occupe encore aujourd'hui l'esprit des théoriciens militaires occidentaux, c'est que par sa nature, la guerre, elle est confuse. On ne peut pas réellement la comprendre. La guerre, elle est violente, il y a de la confusion dans les combats, il y a une distance qui s'établit entre le commandement, qui essaie de comprendre la grande stratégie, les grandes tactiques, les déploiements généraux, et la pratique de la guerre par les soldats au front, qui se livrent à la guerre et qui sont pressés par la violence, le devoir de survivre, le devoir, la volonté de survivre, le devoir d'attaquer l'autre. Euh, il y a aussi un brouillard qui se crée parce que, ultimement, on peut avoir des intentions, mais sans réellement comprendre quelles sont les intentions cachées derrière notre ennemi, notre adversaire. Donc, il se crée une zone de confusion et qui oblige, en fait, les grands stratèges de la guerre à ne pas prendre des décisions basées sur de l'information, mais en grande partie de prendre des décisions basées sur de l'intuition. Et certains stratèges peuvent être extrêmement efficaces, mais on voit que la guerre, dans cette perspective-là, se détache de la rationalité qu'elle voudrait poursuivre. On ne peut pas être aussi rationnel qu'on le souhaiterait parce que la guerre, elle, nous oblige dans sa structure à devoir prendre des décisions basées sur de l'intuition. Et c'est ici qu'on voit apparaître la promesse, l'efficacité euh, euh,
ressenti de l'intelligence artificielle. Non pas comme bombe, hein, non pas comme arme à comment parler, mais plutôt comme un instrument de savoir pour être capable de percer ce brouillard de la guerre. Et ça se comprend encore mieux, non pas avec une image hein, qui date de 1815 à Napoléon à Waterloo, mais plutôt dans le contexte de la guerre actuelle, celui de la guerre en réseau. La guerre en réseau, on peut dire, vient complexifier, s'inscrit dans cette logique de vouloir percer le brouillard de la guerre, mais en même temps, vient le complexifier. Et si j'ai mis l'image ici euh, que vous voyez sur le PowerPoint, une image avec plein de lignes, d'icônes de troupes, des déplacements, des flèches, l'image, elle est complexe et d'une certaine façon, elle est volontairement complexe. Je veux que, en la regardant, vous ressentiez cette surcharge d'informations que l'on voit. En fait, c'est un peu la raison pour laquelle je veux que vous ressentiez cette surcharge d'informations-là, c'est que je veux que vous ressentiez comment un chef de commandement, un général, un lieutenant, en fait, peu importe le niveau dans la hiérarchie militaire que vous souhaitez occuper dans ce moment de fiction, euh, que vous ressentiez sa position à lui ou à elle. La guerre en réseau était cette idée qu'à travers les technologies de l'information et des communications, donc on est à la fin du dernier siècle, 1990 environ, au début des années 2000, on allait enfin avoir la possibilité de multiplier les senseurs. Donc que chaque soldat au sol ou encore que chaque instrument de guerre puisse à la fois jouer un rôle actif de guerre, hein, porteur d'armes par exemple, mais aussi un rôle de censeur, c'est-à-dire qu'il allait être en mesure de collecter de l'information. Et cette information-là allait être transmise ensuite grâce aux technologies de l'information qui étaient émergentes, hein, pensons à Internet, qui allait être en mesure de les retransmettre vers le commandement centralisé, donc vers le général, ultimement hein, vers la pointe de la pyramide, le grand général qui allait être en mesure de prendre les décisions les plus éclairées en fonction de ces nouveaux yeux qui permettaient de percer ce fameux brouillard de guerre. Là. On est toujours dans cette même représentation métaphorique-là, mais qui est extrêmement importante pour comprendre la façon dont les militaires réfléchissent. Donc, j'attire votre attention sur le petit carré, le Path to Decision Superiority. Hein, c'est cette idée-là qu'on allait avoir la possibilité de combiner tous les senseurs organiques, c'est-à-dire les humains, et les senseurs non organiques, combiner ces données-là à travers de l'analyse avancée pour créer des décisions qui allaient être informées. Ce type d'idée-là revient constamment dans la guerre en réseau, que vous le voyez sur la slide ici ou que vous voyez dans la définition de doctrine citée de Loody. Essentiellement, c'est la même idée. Mais lorsqu'on commence à réfléchir, par exemple, à ce que ça représente pratiquement, ben, on réalise que le lien, la mise en œuvre n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Parce que très, très rapidement, lorsqu'on commence à accumuler des informations de tous les senseurs qui occupent l'espace d'un champ de bataille, soit un moment très précis de conflit ou qui rôde autour du champ de bataille pour collecter de l'information, bon, on se retrouve dans une situation où il y a trop d'informations, beaucoup, beaucoup trop d'informations pour qu'un individu soit en mesure de le saisir, de le comprendre. Beaucoup, beaucoup trop d'informations, même pour qu'une armée, jusqu'à un certain point, de capteurs, d'analystes soit en mesure de recevoir, décortiquer l'information, donner du renseignement, le transmettre à un centre décisionnel, et ensuite que le centre de décision, le général, soit lui en mesure de décider et ensuite refaire le processus inverse de retransmission de l'information du centre vers la périphérie.
Donc, c'est un problème vrai pour les militaires, c'est un problème vrai aussi pour l'univers de la sécurité de façon générale. Hein. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, pas si âgés que ça quand même, là, mais un petit peu plus, je vous ramène il y a quelques années quand Edward Snowden avait fait des révélations, avait sorti ses grandes révélations sur la surveillance antiterroriste que la NSC avait mis en œuvre. Elle faisait face essentiellement à ce même problème-là. Ah, c'est bien de construire des bottes de foin à l'infini, de tout le temps recueillir plus et plus et plus et plus d'informations, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver la fameuse aiguille, le terroriste? Ben, c'est dans cette même logique-là de limites pratiques, matérielles, auxquelles font face les généraux dans le contexte de la guerre en réseau. Et c'est ici donc que l'intelligence artificielle vient agir comme le chaînon manquant dans ce processus d'opérationnalisation du savoir. On sent que le savoir existe dans les renseignements collectés, mais on n'est pas capable de transformer la donnée en savoir opérationnalisable. Et la grande promesse de l'intelligence artificielle, c'est de faire ce pont-là entre données et savoir. Et d'une certaine façon, je me permets une petite parenthèse ici, d'une certaine façon, on réalise aussi que les promesses associées à l'intelligence artificielle militaire ne sont pas si loin que ça des promesses faites par l'intelligence artificielle dans le milieu économique ou dans le milieu de la santé ou ailleurs. On a affaire à une réutilisation d'une technologie, un déplacement de contexte. Mais l'idée derrière la technologie, hein, de ce que la technologie peut apporter, reste essentiellement le même. Et c'est pour ça que quand on parle, c'est un concept que vous avez peut-être déjà entendu, quand on parle de technologie à usage dual, civil et militaire, on réalise bien à quel point ici, cet usage dual-là est flagrant parce qu'on veut faire les mêmes, on poursuit les mêmes finalités, que ce soit dans l'univers civil ou économique que dans l'univers militaire. Et pour clore ma parenthèse, en fait, je vous ai présenté tantôt Palantir comme cette grande entreprise du secteur de l'intelligence artificielle militaire, et c'est une énorme entreprise du secteur, ça, aucun doute. Mais en parallèle, elle poursuit aussi l'entreprise des contrats d'affaires en promouvant la même technologie, hein, adaptée, mais la même technologie, auprès de d'autres secteurs économiques. Et Palantir UK, donc la version britannique, a signé un contrat récemment avec les services de santé britanniques. Donc, deux secteurs complètement différents. Hein, celui de, on peut y aller dans la caricature, assurer le soin ou amener à la mort. En fait, on est dans deux grands opposés, mais essentiellement, c'est la même technologie. Donc, je referme ma parenthèse ici et je vous amène vers les promesses. Les promesses que l'intelligence artificielle fait au secteur militaire, celui de permettre la centralisation de l'information, de faciliter le ciblage de l'ennemi et d'automatiser les processus. Je reviens en détail sur chacun, mais avant d'y aller en détail sur chacun, je veux juste vous faire un premier portrait avec un des projets publics qui était rendu public, hein, qui était fuité, qui, je pense, donne un bon aperçu de l'intelligence artificielle telle qu'elle est mise en œuvre dans le contexte. Concrètement, c'est un vrai projet. Donc, que vous voyez ici, daté de 2017, fuité en 2018-2019. Comment ça marche, l'intelligence artificielle? Donc, le projet Maven est un projet de reconnaissance d'images. Donc, ce que le département de la Défense américaine ont réalisé, c'est que dans leur effort de lutte antiterroriste et lutte anti-insurgés en Afghanistan et au Pakistan, ils avaient réussi à déployer un armada de drones hyper efficace pour capturer le terrain, être capable de voir ce qui se passait concrètement, mais qu'il manquait de personnes, en fait, pour être capable de lire la totalité des caméras, d'être capable d'analyser, de voir et d'analyser la totalité
des vidéos qui étaient capturées par ces drones-là. Donc, ils se sont dit, puisqu'on n'est pas capable de le faire avec des ressources humaines, mais faisons-le avec des ressources matérielles. Donc, ils ont mandaté Google, ici, pour que Google leur propose une technologie de reconnaissance d'images qui allait être en mesure d'identifier à l'intérieur des images générées par les drones des objets ou des individus, essentiellement des objets, mais potentiellement des individus aussi, qui pourraient être à valeur militaire. Donc, que ce soit des tanks, des armements, des missiles. Donc, pensons large à ce qui peut constituer une menace. Et donc, l'objectif ici, hein, de permettre cette reconnaissance-là par image, c'était de sauver des ressources humaines. Jusqu'à un certain point, on peut penser que c'est impossible même d'avoir assez de ressources humaines pour lire l'ensemble des données. Et à partir de là, reconnaître et identifier. Donc, pointer, flaguer, je cherche le bon terme en français, mais qui permettrait d'identifier les, les menaces à l'intérieur des différentes images. L'idée je vous attire votre attention sur la citation ici, en bref, c'était de transformer rapidement, et rapidement est important, l'énorme volume de données en renseignements et en indices exploitables par les personnes sur le terrain. Donc, ici, un projet 2017. Ce qui est aussi intéressant avec le projet Maven, j'avais une double intention cachée, c'est le côté social. Maven est un projet porté par Google. Et Google, lorsque le projet a été rendu public, il a vécu une révolte de ses travailleurs qui ont décidé de contester la participation de leur entreprise à l'univers du militaire. Et suite à cette contestation-là, par les employés, ben, finalement, Google a accepté d'arrêter sa participation au projet militaire en disant oui, ça ne respecte pas notre mot d'ordre. Donc, en tant qu'entreprise, nos objectifs d'entreprise, notre éthique d'entreprise, donc nous allons arrêter de participer à ça. 2000, on parle ici de 2018-2019. 6 ans plus tard, on réalise en fait que ce qui était perçu comme normal pour Google à l'époque, hein, sacrifier un contrat d'affaires parce qu'il avait un volet militaire, est rendu tout à fait inacceptable. On ne peut plus sacrifier un contrat d'affaires. Euh, il faut plutôt valoriser ce nouveau secteur-là, cette nouvelle niche, même si, en fait, ça fait partie du militaire. Donc, on assiste avec ça, avec le projet Maven, on a un portrait général de comment ça fonctionne, l'IA militaire, mais aussi déjà un indice sur la transformation assez rapide de cette normalisation-là de l'intelligence artificielle militaire. Et puis, je me permets aussi, avant de passer à l'explication plus spécifique qui porte sur la centralisation, le ciblage et l'automatisation, un petit aparté. Parce que, dans le fond, l'intelligence artificielle, je vous ai dit, il y a des usages divers, il y a des usages qui sont très similaires à ce que l'on voit dans le contexte militaire, aux usages que l'on peut voir dans le contexte civil. Et puis, en fait, dans toute cette diversité d'usages-là, il existe de l'intelligence artificielle qui est déployée sur le champ de bataille, mais il existe aussi une grande partie de contrats d'intelligence artificielle qui sont déployés à l'extérieur du champ de bataille. Et ici, l'intelligence artificielle va être utilisée à des fins logistiques, par exemple, pour déterminer quand est le bon moment de faire de l'entretien de matériel, de l'entretien d'avions ou de bateaux, par exemple, ou quelle est la façon la plus stratégique d'assurer le déplacement de matériel militaire ou de troupes. Donc, de plus en plus, on se retourne vers l'intelligence artificielle pour nous faire des recommandations de la sorte, des recommandations d'efficacité de processus, d'efficacité opérationnelle. Alors, il faut garder en tête que toute cette dimension-là de logistique, d'efficacité, qui est poursuivie par différentes entreprises, mais d'un point de vue de la défense, c'est aussi important
Et il y a beaucoup d'argent qui est investi là-dedans, sachant que si on prend l'exemple de la défense américaine, bien, ce département-là, c'est une énorme entreprise, hein. C'est 800 000 employés civils, c'est 2,8 millions d'employés au complet si on compte les civils, les militaires actifs, la réserve. Donc, c'est rapidement un énorme capharnaüm dont à peu près tous les secrétaires de la défense ont critiqué. Donc, une volonté d'utiliser l'intelligence artificielle aussi juste pour rendre le système plus efficace. Cette partie-là est rarement contestée rarement étudiée, mais aussi très peu contestée sur le plan éthique. Alors, je vous dis que ça existe parce qu'il y a énormément d'argent investi là-dedans. Vous allez peut-être voir passer des contrats, vous dire, mais pourquoi est-ce qu'on investit là-dedans? Mais ce n'est pas le volet que je veux étudier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus l'IA qu'on va utiliser dans le champ de bataille. Donc, il va nous permettre ce processus-là de centralisation, ciblage et automatisation. Donc, la centralisation, on le devine, hein? Je pense qu'à un certain point, vous allez pouvoir deviner les arguments que j'essaie de faire avec ce que je vous ai déjà présenté. Mais l'intérêt de l'intelligence artificielle va être maintenant d'être en mesure de centraliser l'information. Donc, l'information elle est produite par une multitude de senseurs, des senseurs organiques, des senseurs non organiques, mais on a besoin d'être en mesure de la visualiser. L'intelligence artificielle va jouer un rôle de création de Google Maps, hein. Ici, c'est une expression qui est utilisée par les militaires ukrainiens, qui va concentrer, va permettre de concentrer, mais qui va permettre d'abord et avant tout de prioriser. Ah, on collecte l'information, on priorise l'information que l'on juge importante, ensuite on la représente graphiquement pour qu'elle puisse être utilisée par la chaîne de commandement, pour nous dire, ben, voici où sont mes troupes, voici où sont les troupes ennemies. Et là, ben, évidemment, dans toute cette logique-là, on voit, hein, de façon très, très nette comment le brouillard de guerre est en train de se dissiper tranquillement. On veut le faire lever entièrement pour être capable de connaître en temps réel le déplacement de l'ennemi, assurément, mais aussi le déplacement de nos troupes. Parce que pour un état-major, c'est difficile d'avoir la main sur nos soldats. Leur dire, on peut leur donner une mission, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont la mener comme on le souhaite. Donc, c'est une façon aussi de garder un contrôle sur le déplacement de nos propres troupes, en sachant, vous allez ici, vous allez attaquer l'unité A ou vous déplacer vers l'unité B. Donc, on a un processus de centralisation qui permet le renforcement du commandement. Donc, on devine bien que pour un état-major, ben, l'idée de pouvoir renforcer son commandement, ben, c'est au cœur de ses propres intérêts. Donc, la centralisation permet de transférer l'information des senseurs en périphérie vers le centre. Mais il y a aussi le projet. Ici, ce que vous voyez, là, c'est des vraies images de guerre. Mais ici, il y a aussi un projet qui est à l'état de projet dans lequel le gouvernement américain investit énormément de ressources. C'est en mesure de permettre un redéplacement de l'information, non plus de la périphérie vers le centre, mais du centre vers la périphérie en équipant les soldats de casques de réalité virtuelle, comme vous voyez ici. Chacun des soldats serait équipé de casques de réalité virtuelle où toutes les données, hein, cette cartographie-là, les renseignements qui sont collectés, les priorisations qui sont identifiées par l'intelligence artificielle pourraient être retournées vers le soldat et projetées à l'intérieur du casque, soit en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, pour accroître sa capacité de perception. Donc ici, on a aussi cet effet de levée du brouillard de guerre, non plus juste au niveau de l'état-major, mais au niveau de l'individu. Et quand je vous dis le gouvernement américain investit beaucoup de ressources, c'est vraiment beaucoup de ressources. Il a lancé un projet de 22 milliards. Je ne me suis pas trompé, là, ce n'est pas 22 millions. C'est 22 milliards de dollars US, un partenariat entre Microsoft et Anduril pour la mise en œuvre le déploiement de ces casques de réalité virtuelle-là, qui permettrait en fait de transformer chacun des soldats américains en Superman, pour reprendre l'expression de Palmer Luckey, M. Anduril. Donc, on a une volonté de circulation d'informations que l'intelligence artificielle nous permettrait, rendre cette circulation-là plus efficace, la trier,
mais aussi l'utiliser pour en faire du ciblage. Parce que c'est bien de voir tout, être capable de voir parfaitement le champ de bataille, c'est excellent, mais on veut encore mieux être capable de savoir où sont précisément nos ennemis cachés dans le champ de bataille et lequel de nos ennemis on doit frapper en premier. Et l'intelligence artificielle promet d'être en mesure de faire de la hiérarchisation et de la recommandation. C'est une citation, je vais lire avec vous la citation ici de Shanahan, lieutenant général Jack Shanahan, qui était le premier directeur du Joint Artificial Intelligence Center, donc le centre mis en place pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'armée américaine. Il lui disait, nous passons maintenant de la perception au raisonnement, c'est bien voir, mais il faut aussi être capable de réfléchir. C'est ce sur quoi Maven travaille actuellement. Je pense que nous voyons tous que c'est la prochaine grande étape, comment faire des recommandations raisonnées. Ou si vous avez vu ces trois choses, voici ce que nous devons penser qu'il se passe en coulisses. Il est probable qu'il déplace un missile d'ici à là. Et sur la base d'analyses antérieures, nous pensons qu'il y a 70 de chances qu'il tire ce missile sur cette cible pour cette raison. On veut être en mesure d'avoir une intelligence artificielle qui nous permettrait de déterminer, de deviner le futur et de déterminer les bonnes cibles, lesquelles qui sont les plus appropriées. C'était développé déjà à l'époque de l'antiterrorisme américain et c'est maintenant au cœur de la guerre à Gaza. Si vous avez suivi l'actualité, soit de l'intelligence artificielle, soit de la guerre à Gaza, vous avez peut-être entendu parler du déploiement de trois grandes technologies d'intelligence artificielle, Asbora, ou Gospel, la traduction anglophone c'est Gospel, Lavender et Where's Daddy, qui font cet exercice-là de recommandation de cibles. Gospel ou Asbora fait de la recommandation de cibles plutôt au niveau des bâtiments, des structures, hein, quelles structures devons-nous abattre? Tandis que Lavender fait ce même type d'exercice-là, mais afin de donner une cote, si je peux prendre l'expression, de probabilité, une cote de menace terroriste pour chacun des habitants de Gaza. Donc, l'idée, est-ce que c'est une cote qui détermine si une personne est ou non un militant du Hamas. Donc, vous voyez, en fait, ici, c'est à gauche de votre écran, dans le carré, une cote de 1 à 100 qui détermine si une personne est ou non un militant de Gaza, donc un militant du Hamas. Donc, elle va analyser une montagne d'informations collectées. Hein. Gardons en tête que le gouvernement américain a mis en place un énorme système de surveillance en Cisjordanie et à Gaza pour collecter de l'information sur les habitants. L'intelligence artificielle permet d'analyser ces données-là et d'attribuer des codes de risque. Ou de produire pour Asbora, donc je me déplace vers la droite, produire des cibles à un rythme, des cibles de structure à un rythme qui est extrêmement rapide. Et quand je dis extrêmement rapide, ben, c'est ce qui est expliqué par les participants à l'enquête, donc des soldats des forces armées israéliennes, donc qui nous disaient que manuellement, être capable d'établir des cibles, c'est très long. C'est un processus très, 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 très long et très, très fastidieux. Donc, ils étaient capables d'établir 50 cibles par an, tandis que la machine, elle, l'intelligence artificielle, est capable de déterminer 100 cibles par jour. Donc, on a une accélération du processus de menace, de l'identification de la menace, qui va, elle, permettre une accélération de la guerre. Parce que si on n'a pas de cible, on a beau avoir des avions, on ne sait pas où tirer. Si on a des cibles, on a des avions, mais on sait également où il faut tirer. Donc, on a un gain opérationnel à ce niveau-là. Et puis, avec le troisième, ici, on a des technologies qui vont nous permettre de faire de l'identification de cibles, hein, une priorisation de cibles. On a des technologies qui vont nous permettre de faire de l'identification de cibles au sol, où est-ce qu'il faut les frapper. Et puis, avec tout ça, on a aussi l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'attribuer des cibles à des unités. Donc, quelle unité va être le mieux placée pour être capable de frapper au sol? Un peu dans une logique de Uber, hein, quel taxi est le mieux placé pour être capable de récupérer notre passager? Bien, ici, on est dans une logique militaire.
quelle unité va être la mieux placée pour être capable de frapper la cible que l'on souhaite frapper. Donc, on est dans une dynamique de l'intelligence artificielle nous permet de centraliser l'information, de faire du ciblage et d'automatiser, en fait, tout ce processus-là. Jusqu'à maintenant, tout ce que je vous ai présenté, ben, l'automatisation, elle en fait partie. Hein, la reconnaissance d'images et de vidéos, le processus de calcul, de recommandation, tout ça, c'est de l'automatisation. Mais l'automatisation pour les militaires, ça veut aussi dire une autre chose. Ça veut dire être capable de contrôler des essaims de drones à distance. Donc, en contrôler un, mais qu'avoir 20 drones qui sont associés pour être capable d'aller frapper. Ou c'est aussi être capable de faire une automatisation des frappes, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié une cible, la technologie, l'armement peut y aller directement. Donc ça, on est actuellement capable de le faire. Et ce qu'on souhaite encore plus, c'est de faire, comme dans la vidéo ici, une vidéo promotionnelle de Palantir. Là, il n'y aura pas de son, j'ai coupé le son volontairement. C'est de faire une intégration complète, en fait, de toutes ces facettes-là de la guerre. Une automatisation de la reconnaissance, une automatisation de l'armement, une automatisation de l'identification des cibles, une automatisation de la collecte d'informations, une automatisation des frappes, qui va nous permettre, en fait, d'avoir un véritable chef d'orchestre. Hein? Vous l'avez vu, peut-être très, très rapide, mais ce mouvement de chef d'orchestre, ce n'est plus l'état-major qui le fait. Le chef d'orchestre aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Et là, je vois qu'il me reste un tout petit 5 minutes pour aborder la question qui est peut-être la plus importante. C'est quoi le problème avec ça? Pourquoi est-ce qu'on doit s'en inquiéter? L'idée, hein, la grande idée qui est promue, qui est avancée pour faire baisser les inquiétudes, c'est que dans la doctrine militaire occidentale, il n'y aura jamais d'intelligence artificielle qui sera entièrement autonome. L'intelligence artificielle sera toujours semi-autonome, c'est-à-dire que les humains et les machines, ici c'est un document stratégique américain, travailleront ensemble à l'utilisation responsable et efficace des données, des analyses et des capacités basées sur l'intelligence artificielle. Hein, il y a cette idée-là de travailler ensemble, il y a cette idée qu'il y aura toujours un humain dans la boucle. Et vous l'avez vu ici, c'est une capture d'écran d'une image spécifique du vidéo que je vous ai présenté précédemment. Mais cette représentation-là, qu'elle soit en mots ou qu'elle soit de façon graphique, elle revient constamment. Elle revient ici dans une autre vidéo promotionnelle de Anduril que je ne vais pas vous présenter parce que j'aurais pu faire un montage vidéo d'une heure, ça n'aurait vraiment pas été un défi. C'est captivant. Mais je veux surtout vous attirer votre attention sur la distinction entre la théorie et la pratique. Ah, parce que d'un point de vue théorique, c'est vrai qu'on peut dire qu'il y a un humain dans la boucle et qu'on est rassuré, tout fonctionne bien. Mais en pratique, l'humain dans la boucle fait face à des défis énormes, des défis entre autres qui sont liés à la vitesse et au volume des données. Ici, c'est un témoignage que vous voyez d'un officier anonyme, mais un officier israélien anonyme qui disait à ce stade, je consacrais 20 secondes à chaque objectif. Donc, il nous parle de l'identification des cibles à travers l'intelligence artificielle Lavender. Donc, je consacrais 20 secondes à chaque objectif et j'en faisais des dizaines par jour. Je n'avais aucune valeur ajoutée en tant qu'être humain, si ce n'est d'être un tampon d'approbation, essentiellement du rubber stamping. Et la citation, en fait, on pourrait dire, bah, c'est un billet de confirmation, vous la mettez juste parce que ça vient confirmer ce que vous dites. En fait, si on regarde matériellement comment ça fonctionne, pour un individu, c'est extrêmement difficile d'être en mesure de vraiment faire ce travail d'audit qui lui est demandé. Hein? On dit l'humain dans la boucle va être en mesure de valider ou non si les recommandations qui sont faites par la machine sont exactes sans qu'il soit en mesure de comprendre comment la machine a processé. Hein, c'est l'intelligence artificielle, c'est cette fameuse boîte noire-là. Sans être capable de voir toutes les données qui ont été intégrées dans la machine, ni avoir le temps de faire ce processus-là. On vante l'efficacité de l'intelligence artificielle parce qu'elle nous permet d'être immensément plus rapide que l'humain. En même temps, on dit l'humain sera derrière en mesure de stopper une machine si elle prend une mauvaise décision. Les deux, en pratique, ne peuvent pas vivre ensemble. Et
En fait, la normalisation de l'intelligence artificielle va aussi poser d'autres questions, d'autres enjeux, des risques de biais, des risques de confiance abusive envers l'intelligence artificielle, de perte d'expertise, etc., que je n'aurai pas le temps d'aborder avec vous parce que je veux aborder celle-là ici. C'est aussi cette idée-là que à travers l'intelligence artificielle, on n'est pas obligé. Oui, l'intelligence artificielle impose des contraintes technologiques, mais il existe aussi des choix politiques qui sont faits. Il faut garder cette dimension-là de choix politiques à l'avant-plan parce que c'est à la reconnaissance de notre responsabilité du politique qu'on peut justifier qu'on peut demander euh, un arrêt ou qu'on peut faire une forme de résistance à la normalisation de l'intelligence artificielle. Alors, lorsque Lavender s'est popularisé, s'est normalisé à Gaza, les données montraient que le taux de réussite de l'intelligence artificielle était que de 90 En fait, 90 ça semble très, très bien. C'est un très beau chiffre. Mais ça veut dire que 10 des cibles, des êtres humains, hein, c'est les cibles, c'est le fun de parler de cibles, mais 10 des êtres humains qui sont ciblés ne sont pas affiliés au Hamas. Et ça pose la question, en fait, de l'évaluation de la vie. Comment est-ce qu'on fait pour évaluer la vie humaine? Est-ce qu'on veut accepter que cette évaluation-là repose essentiellement sur des calculs statistiques, sur une mathématique? Parce que pour que l'intelligence artificielle soit en mesure de faire des recommandations, ça veut dire qu'on a transformé notre monde en données numériques qu'elle peut analyser et qu'on a transformé les choix moraux et les choix éthiques associés à ciblés, associés à la mort, en calcul mathématique. Et ces choix-là, en fait, à travers cette quantification-là, ce processus de mathématisation-là de la vie et de la mort, on est en train de faire disparaître, on est en train de technologiser le politique. Et ça ne pose même pas la question, hein, pour reprendre l'expression. Le pourcentage émis par notre général Shanahan plutôt, 90 ça a l'air très, très bien. On a plus de chances que ça marche que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des scores de 70 Et ça m'amène à ma conclusion. En fait, ce qu'on se retrouve aujourd'hui, j'aborde en 30 secondes parce que je vois le temps qui file, vers une éclipse des résistances. Et je voulais vous ramener sur l'image que je vous ai présentée plus tôt de Oppenheimer. Le poids de la métaphore est extrêmement important. De plus en plus, on parle de l'IA comme une bombe nucléaire. La bombe nucléaire, ça nous ramène à un contexte particulier, celui de la Deuxième Guerre mondiale et celui de la guerre froide. Mais à travers cette représentation-là, ça nous amène aussi dans un monde particulier, dans une vision du monde particulière, la vision d'un monde où tous les gains que l'on fait représentent des pertes pour l'autre et tous les gains que l'autre fait représentent des pertes pour nous. Ça nous ramène dans une vision binaire où la Chine menace et tout ce que la Chine gagne va être perdu par les États-Unis et inversement. Et dans un contexte comme ça, qui encourage la méfiance, qui encourage le dilemme de sécurité, on se retrouve dans un environnement où c'est extrêmement difficile d'opposer, hein, de dire, ben non, transformons notre vision. Pourquoi sommes-nous pris dans cette vision-là? Pourquoi sommes-nous pris dans une image uniquement binaire et méfiante du monde? Et mot de la fin, ben, ces discours-là sont portés par des acteurs euh, politiques, des acteurs de la défense, mais aussi énormément par des acteurs industriels, comme vous voyez ici la citation de Alex Karp. J'aurais pu vous en mettre plein d'autres, mais je m'arrête ici.